Donc, je vous présente les gens de Fromagex. Amélie Curis, qui est directrice de projet chez Fromagex depuis 2019, est en charge des projets techniques pour les équipements et les papiers d'emballage fromager. Avant Fromagex, Amélie a travaillé pour Savencia en France dans les usines de fromage à pâte fraîche, puis elle a acquis une expérience en pâte molle en Californie dans les usines de Marine Fresh Cheese et Laura Chanel. Cette expérience en transformation laitière lui permet aujourd'hui de travailler en lien étroit avec les partenaires de Fromagex pour accompagner les fromageries au Canada et aux États-Unis dans des solutions sur mesure, quel que soit le type de fromage, pardon. Son objectif est de promouvoir, accompagner les transformateurs laitiers dans leurs choix techniques pour atteindre des objectifs d'amélioration de performance tout en gardant qualité et spécificité de chaque fromage. Nous aurons aussi Adam. Adam Paradis est un professionnel expérimenté et passionné par l'industrie laitière où il joue un rôle clé dans la distribution des solutions spécialisées pour les fromageries et les transformateurs laitiers. Fort d'une solide expérience en gestion des ventes et en développement de produits, il collabore avec les producteurs de renommée mondiale pour offrir des outils et ingrédients innovants qui répondent aux besoins des artisans et des industriels. Son approche centrée sur le client, combinée à une compréhension approfondie des processus laitiers, lui permet de contribuer avec succès aux fromageries québécoises et canadiennes. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de l'identité visuelle des fromages, les nouvelles techniques et solutions que Fromagex nous propose. Si on va à la page suivante, les petites consignes d'usage. Donc, nous aurons intervention de Amélie et Adam en alternance. Et puis, vous pourrez intervenir, je ne sais pas si vous préférez les questions au fur et à mesure ou dans les périodes de questions. Mais vous pouvez intervenir à main levée ou directement en mentionnant que vous avez une question. Pendant la causerie, si c'est possible, de fermer le micro pour ne pas avoir d'interférence. Vous pouvez garder votre caméra ouverte ou la fermer à votre choix, mais si jamais vous intervenez, on aimerait bien pouvoir avoir la caméra ouverte. Donc, juste me spécifier, Adam, préférez-vous vos questions à mesure ou pendant les périodes de questions, on a oublié d'en parler tout à l'heure? Au fur et à mesure, c'est correct pour moi. Parfait. Bon, ben, moi, je vais vous surveiller. Les gens qui sont en ligne, si vous préférez, si vous levez la main, je vais vous donner la parole ou si vous voulez par le chat, poser votre question, je pourrai la lire à nos conférenciers. Sur ce, je crois que je laisse la parole à Adam. Donc, et bonne causerie à tous. Merci. Super, merci beaucoup, Maryse. Merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est très apprécié. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'identité visuelle de vos fromages. On va passer à travers différentes techniques, solutions, différentes facettes sur l'apparence extérieure des fromages, maîtrise des cultures d'affinage, différents produits que l'on peut mettre à l'extérieur pour créer une identité visuelle et potentiellement vous différencier. Ce n'est pas une causerie qui sera technique. On va passer à travers beaucoup de sujets. Euh, donc, on restera en surface là, de tous ces sujets-là. Euh, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mais moi, je vais être content de vous répondre. Euh, je vais parler brièvement un petit peu de Fromagex pour les gens qui ne connaissent pas. Ensuite, on va passer à travers les différents matériaux de moulage qui peuvent influencer l'apparence du fromage, les cultures d'affinage, différents matériaux d'affinage aussi, des produits qui peuvent être utilisés pour modifier l'apparence du fromage, tels les épices, fumées, colorants, et ensuite emballage. Fromagex a été créé il y a près de 25 ans par deux beaux-frères pour offrir là, une espèce de guichet unique aux fromageries artisanales du Québec et de l'Ontario au début, par la suite, un petit peu partout au Canada et aux États-Unis. Euh, on vient de fêter nos 24 ans, donc presque 25 ans pour Fromagex, une entreprise familiale qui est basée à Rimouski. Nous, chez Fromagex,
ce sur quoi on travaille, c'est vraiment essayer d'offrir des produits de qualité à nos partenaires, à nos clients, axés sur la qualité, la performance. On essaie de maximiser euh, tous les outils de production, offrir des produits adaptés pour la qualité des fromages. Donc, ça, on fait ça depuis presque 25 ans. Plus de 35 employés un petit peu partout en Amérique du Nord, trois entrepôts, dont un dans le Wisconsin, un à Montréal, un à Rimouski. Près de 700 clients aussi avec qui on travaille là, de façon régulière. Notre mission, c'est de collaborer avec nos clients en utilisant une gamme choisie de produits pour accroître la qualité et l'efficacité des installations laitières. Alors, moulage, forme et texture. Annie, je te laisse la parole. Donc en fait, on a voulu commencer par l'évidence. Déjà, l'aspect extérieur, l'identité visuelle du fromage passe par sa forme. La forme qu'on lui donne au moment du moulage, que ce soit la forme du fromage ou la texture de la surface du fromage. Donc Adam, si tu passes à la diapo suivante. Donc j'ai divisé le sujet en deux. Quand on parle des pâtes molles et pâtes fraîches, on a des moules avec beaucoup plus d'ouverture. Donc on a des moules, ce qu'on dit perforés, qui vont nous permettre de mouler le cahier selon une forme donnée. Donc on peut faire du carré pour de la feta, du rectangle, des fromages ovales. Euh, on a travaillé sur des sujets pour faire des pointes au moment du moulage, par exemple, plutôt que d'avoir à couper les fromages après. Euh, on peut aussi travailler sur les perforations. Sans perforation, avec perforation, ou des perforations qui vont être comme celles qu'on voit sur le moule bleu en haut, qui vont permettre de donner un fromage qui a, donc là on vient répliquer l'aspect du panier ricotta pour faire des fromages un peu type panella, ricotta, etc., mais qui vont nous permettre de travailler en bloc moule. Donc on voit sur la droite le fromage, on voit bien les traits du panier. On peut travailler sur, comme on voit sur l'aspect de la feta, qui va donner une surface très lisse sur le côté, rectangulaire. Euh, on a aussi, on voit en bas à droite, quand on travaille sur des moules individuels, on va pouvoir aussi donner des formes un peu plus arrondies ou donner des formes traditionnelles, de l'impression sur son fromage beaucoup plus traditionnelle. Quand on parle d'impression, donc l'impression, c'est ce qui permet la perforation, pardon, c'est ce qui permet les gouttages au fromage. Donc on va pouvoir adapter la perforation au type de fromage, mais aussi à l'aspect. Quand on parle d'un bloc, si on veut des fromages qui ont des formes arrondies, il va falloir aller avec un bloc fond, de façon à pouvoir donner cette forme arrondie, ce rayon au fromage. Quand on est sur un bloc sans fond, on sera forcément à l'angle droit. Et puis bah, la forme, comme je vous disais, ovale, cœur, rectangle, pointe, beaucoup de choix et de possibilités. Si on passe sur les fromages à pâte pressée, là on arrive sur des moules plutôt type moule micro-perforé, puisqu'il va falloir appliquer une pression. Donc la micro-perforation va permettre de donner une fermeture au fromage et une croûte régulière. Bien sûr, on va travailler sur la forme. Donc là, vous voyez quelques exemples de formes. La boule des dames, le serviletto, qui est comme si on avait noué un linge pour faire le fromage, celui qui est en haut au milieu. Une petite maison, des tétons, comme ils disent en France et en Espagne. Certains impriment, font une forme, donc une forme de coquillage, de logo. Euh, on a par exemple la forme salami en bas à gauche, vous voyez, ou avec un moule micro-perforé, on arrive à donner directement une forme salami quand on veut faire du tranché ou quand on veut faire des fromages qui ont des formes de poc qui vont permettre juste de couper au bon pot après. Donc on a beaucoup de flexibilité sur ces formes en micro-perforation. On a aussi une flexibilité sur la trame. Donc Adam, si tu passes sur la diapo d'après, voilà. On va travailler sur les trames donc, qui est sur le moule et qui va donner une impression au fromage.
Les classiques qui vont être plutôt des trames carrées ou des trames lisses. Donc les trames carrées, vous avez en haut à gauche plus ou moins marqué, lisses à droite. Le choix va se faire sur qu'est-ce qu'on va faire du fromage après. Quand on veut laver au vin, croûte lavée, on va aller chercher des trames plus prononcées pour que ça accroche la solution de lavage. Quand on est sur des croûtes moins travaillées, on pourra aller sur des trames plus lisses. Et puis après, c'est aussi de la décoration, de l'identité visuelle du fromage. Au milieu, à gauche, vous avez le type Manchego, assez classique. Vous avez des marques qui ont imprimé sur le fromage avec le logo de l'entreprise, des petites fleurs. Voilà, l'imagination peut être assez poussée pour donner une identité et faire démarquer son fromage au moment du. Donc là, on est vraiment au moment du moulage et du pressage de la fabrication du fromage. Ah non, t'es en mute. Voilà, merci Amélie. J'ai une petite question, vu que vous voulez vous faire interrompre au fur et à mesure. Il doit y avoir un volume minimum au niveau des moules pour pouvoir avoir des moules motifs comme ça. Alors, tout dépend de l'originalité que vous mettez derrière. Quand on est en train de discuter de trame, etc., que ce soit en pâte molle ou en pâte pressée, nos fournisseurs ont déjà un grand catalogue de moules existants. Donc, on va souvent pouvoir aller piocher sur ce qui existe pour pouvoir vous faire du spécifique, enfin, quelque chose d'un peu différent qui va donner un peu de typicité à vos produits. Dans ces cas-là, on est souvent sur des minimums de commandes d'une cinquantaine de moules ou de blocs moules. Ah, c'est pas si mal. Mhm. Quand on veut faire quelque chose de très spécifique et personnalisé, là, il faut créer un outil d'injection. Et donc là, j'aurais tendance à dire, il n'y a presque pas de minimum, mais vu le coût de l'outil d'injection, à moins de 150, 200 moules ou blocs moules, le prix a du mal à être amorti là-dessus. Parfait, merci. Merci Amélie. On va passer un petit peu à travers les cultures d'affinage. Ce ne sera pas, on ne passera pas à travers tous les aspects des cultures d'affinage, les aspects techniques. Vous aurez quelque chose un petit peu plus tard dans la saison des formations, mais je pense que c'est important d'en parler lorsqu'on parle de l'apparence des fromages. Euh, Ils ont un effet important sur l'apparence des fromages, puis on est en mesure de jouer avec différents types de souches afin d'arriver à des textures, couleurs désirées, Euh, que ce soit avec une culture d'affinage ou une combinaison de cultures d'affinage. Donc, ici, on a les croûtes fleuries. Euh, L'utilisation du Penicillium candidum, qui donne un aspect blanc velouté au fromage, puis qui peut varier, avoir des différentes variations selon les souches. Variation du niveau de blanc, variation des couleurs secondaires, variation de la densité de la croûte fleurie. On peut voir parfois là, un pénicillium qui va ressembler pratiquement à un petit nuage, bien fluffy, ou avoir quelque chose là, d'un petit peu plus plat et ça va varier de différentes façons. Conditions de production, conditions d'affinage vont faire varier ton pénicillium, l'humidité, température, ventilation. Amélie va toucher sur quelques points un petit peu plus tard aussi là-dessus. Le type de souche, très important, il va y avoir différents types de pénicillium qui vont avoir différents effets sur le fromage. On peut parler aussi de l'interaction entre d'autres cultures d'affinage, que ce soit le Geotrichum candidum, des levures ou d'autres bactéries, avec lesquelles ils vont interagir, puis ça va modifier un petit peu la pousse de ton pénicillium. Donc, pénicillium assez classique dans le brie, dans le camembert, peut être utilisé dans différents autres types de fromages. Mais c'est important de savoir que ce blanc-là ou cette pousse-là peut générer différents effets que je passerai un petit peu plus tard au niveau visuel. Ensuite, on a des coups de fleuris, Geotrichum candidum. Là, on parle d'un micro-organisme qui est souvent utilisé en préparation de la surface pour colonisation. Donc,
Ça aide d'autres organismes à pousser, puis il peut aussi être utilisé seul pour créer différents effets, surtout au niveau de la texture. Euh, c'est le Geotrichum candidum souvent, quand vous allez voir des fromages qui sont très, très, très plissés, c'est le Geotrichum candidum qui va créer ça. Donc, on peut jouer sur des textures de très plissées à très lisses. On peut aussi jouer sur des variations de couleurs, blanc-crème, un petit peu plus jaunâtre. Encore une fois, ce qui va influencer ça, ça va vraiment être les conditions de production et d'affinage, humidité, température, ventilation, les types de souches. Il y a beaucoup de types de souches euh, de géo qui peuvent être utilisés et qui vont donner différents effets au niveau du fromage. Puis des interactions encore entre le Pénicillium candidum, Brevibacterium linens, potentiellement d'autres cultures aussi. Donc, ces cultures-là vont vraiment influencer là, le visuel de vos fromages, puis il est possible de jouer avec ça pour trouver des différenciateurs. On a des bactéries aérobies maintenant qui sont aussi quand même très fréquentes dans les fromages, dans les fromages affinés. Brevibacterium linens, Brevibacterium casei, le microcacaï et le Staphylococcus. Euh, ça va avoir beaucoup d'effets sur la couleur de la croûte. On parle d'un jaune pâle, rosé, orange vif, des zones brunâtres, grisâtres. Là, tu peux vraiment donner des teintes super artisanales à tes fromages avec ça. Texture de la croûte aussi, humide, collante. On est capable d'aller chercher des textures qui sont intéressantes aussi, puis encore une fois, qui peuvent vous aider à vous différencier. Plusieurs facteurs qui peuvent influencer ces variations-là avec lesquelles on est capable de travailler. Conditions de production, d'affinage, humidité, température, ventilation, encore une fois. Il y a différents types de souches. Encore une fois, les interactions microbiennes. On peut parler même du pH, la salinité, puis le type de lavage, de la façon dont on va laver la croûte. Donc, ce sont toutes des bactéries qu'on peut utiliser, dont il y a différentes souches avec lesquelles on peut travailler différemment pour avoir différents résultats. Donc, une même souche peut arriver à différentes couleurs, différentes textures, tout dépendamment de la façon dont elle est utilisée. Puis c'est quelque chose avec lequel on peut travailler avec vous là, si jamais vous avez des besoins. On a le Penicillium roqueforti aussi, bien sûr, qui va créer euh, une apparence de bleu foncé à vert bleu. Une texture légèrement veloutée, crémeuse, même poudreuse parfois. Même type de facteurs qui peuvent affecter la variation. On parle de conditions de production, d'affinage, humidité, température, ventilation, plusieurs types de souches, encore une fois, interactions microbiennes, souvent le Penicillium candidum, puis aussi le besoin apport air, qui est très important aussi pour nourrir la bactérie, s'assurer qu'elle puisse se développer, qu'elle ait de la place pour se développer. Donc, il y a différentes façons d'utiliser ces bactéries-là pour avoir différentes teintes. Bien sûr, il y a toujours des apports au niveau de la saveur, mais là, au niveau de la couleur, de la quantité, de la façon dont elle s'est présentée, il y a différentes façons de travailler pour avoir quelque chose de différenciateur, d'unique. Au niveau du Pénicillium roqueforti, là, vous pouvez voir les différents types de façons de présenter le produit avec différentes teintes, très vert, un petit peu plus foncé, euh, de simples petits morceaux de pénicillium ici roqueforti, alors que ça peut être intégré un petit peu partout. Donc, tout ça, c'est la façon dont on va travailler le produit avec les différents éléments de variation. Un aussi que je n'avais pas mentionné, c'était les propioniques. Propioniques peuvent donner, une fois ouvert, un aspect visuel au produit. Différents types de souches peuvent l'influencer, puis on peut aussi ajuster les dosages, les différentes températures pour jouer sur la grosseur des trous, la quantité des yeux qui sont formés aussi. Donc ça, ça en est un qui peut être intéressant aussi.
différentes combinaisons de souches, différentes combinaisons de facteurs peuvent donner différents aspects au produit. On parle de produits peut-être un petit peu plus stabilisés, très blancs, très plats, des produits qui ont l'air un petit peu plus de nuages. On peut intégrer aussi de la cendre là-dessus avec du géotrichum pour avoir des textures un petit peu plus intéressantes. Encore une fois, ici, on voit différents types de fromages avec des aspects très différents avec lesquels on peut jouer pour travailler sur l'apparence du fromage. Amélie va nous parler maintenant de comment on peut utiliser les soins d'affinage pour changer les apparences des fromages, puis comment on utilise les cultures d'affinage. Donc effectivement, en fonction des cultures utilisées, notamment les cultures de surface, quand on parle de croûte lavée ou de croûte morgée, voire même de croûte naturelle, on peut être amené, il y a souvent un traitement de surface à faire pendant l'affinage, d'eau et de sel, potentiellement de rajout de culture en surface, etc. Euh, c'est les solutions qu'on voit souvent, donc c'est eau, sel et culture, ou eau, sel, si les cultures sont déjà en surface, des ajouts d'alcool, bière, vin, eau de vie, des ajouts aussi de temps en temps d'épices, d'herbes, etc. Le soin en cave sur les croûtes lavées est souvent une étape un peu compliquée et laborieuse pour les fromageries. Souvent une étape aussi qui est pour les petites fromageries manuelles et faite en fin de journée quand il nous reste 1 heure. Ce qui fait que l'aspect de surface du fromage qui est pour un objectif, un beau BL bien orange, peut tourner à quelque chose d'un peu plus blanc puisque on n'a pas lavé en temps et en heure les surfaces de fromage, on a les fromages d'à côté qui contaminent. C'est pour ça que souvent il y a un besoin de passer avec une automatisation plus ou moins poussée, que ce soit sur des petites machines qui vont brosser les fromages un à un, des machines un peu plus efficaces avec des recettes préenregistrées, puisque la recette n'est pas la même en début et en fin d'affinage. On ne vient pas chercher les mêmes choses, on ne vient pas forcément brosser aussi longtemps. On veut souvent en début d'affinage forcer un peu l'implantation des cultures dans la croûte. En fin d'affinage, on ne veut pas arracher la croûte, donc on va faire un brossage plus léger. Donc il y a des recettes qui varient, donc il y a des solutions avec ces petites machines de préenregistrer des recettes. Il y a bien sûr les robots de cave hein, qui font tout le travail quasiment tout seuls. Ne pas oublier, quand on a un robot de cave, ça n'empêche pas la surveillance de la cave. C'est pas parce qu'un robot fait le travail que le fromager ne doit pas venir voir ses fromages régulièrement. Quand on parle, là, on est essentiellement sur des pâtes pressées. Quand on parle de pâtes molles, on va plutôt être sur la machine qui est en bas à gauche. Parce que on veut vraiment protéger le fromage et ne pas l'abîmer. On est sur des petits fromages, donc des plus grandes séries, il faut aller un peu plus vite. Mais aussi, on est sur des fromages beaucoup plus fragiles. Et donc, le fromage doit être accompagné tout le temps du brossage pour pas qu'il soit écrasé. Donc ça, c'est un peu les solutions qu'on peut proposer pour aider au brossage et passer d'un brossage manuel à un brossage un peu plus mécanisé de façon à obtenir le meilleur aspect de fromage possible. Une autre chose qui est importante quand on parle de fleurs de surface, c'est la cave. Une belle cave permet une belle croûte. Si on n'arrive pas à gérer correctement les températures, les humidités, les fromages vont varier. Donc on peut voir ici donc les paramètres clés, température, humidité et le temps dans la cave, qui vont permettre la croissance des moisissures et des bactéries. Il faut savoir que Geotrichum ne pousse pas aux mêmes températures que Penicillium. Donc, on peut être amené à avoir des caves, soit plusieurs caves avec plusieurs températures et bouger les fromages, soit avec des caves avec des recettes préenregistrées qui vont changer par exemple sur une pâte molle pendant les 12 jours d'affinage et qui va varier de température pour favoriser au début la pousse du Geotrichum et ensuite la pousse du Pénicillium. Gestion de l'air est important. Si on souffle trop fort, on va venir dessécher les premiers fromages et avoir les derniers fromages trop humides. Filtration pour éviter les contaminations, évidemment. Apport d'air frais
pour, pareil, avoir la bonne composition d'air pour que ce soit les bonnes bactéries qui se développent. Vous pouvez voir sur la droite un peu des simulations avec ou sans gaines. Donc les gaines, c'est les tubes blancs et verts qu'on voit sur les photos, qui vont permettre une bonne répartition de la température, des humidités. Attention aussi au taux de remplissage de la cave. Quand on tasse trop, eh ben, les fromages qui sont au milieu n'auront pas d'apport d'air. Et donc, on aura souvent des défauts de développement. L'autre chose dans les caves, c'est le support d'affinage. Donc, support d'affinage, on nous pose souvent la question, quel support, quel fromage, flexibilité. Le premier, pour des fromages plus traditionnels, pâte pressée, typicité, il y a la planche en bois. Alors la planche en bois, qui est alors en Europe très courante sur des filières fromagères spécifiques comme l'Emmental, le Beaufort, le Comté, etc., va constituer un support précieux d'affinage parce qu'il permet de réguler l'humidité de la cave et du fromage, car il va garder de l'humidité ou relâcher de l'humidité en fonction de l'humidité de l'air ambiant. Donc il va servir de tampon pour le fromage et garder une humidité plus constante. La rugosité de la planche va jouer aussi sur la freinte et la perte d'eau. On peut voir là sur le petit schéma à droite, une planche qui est plus rugueuse, on va faire des espèces de petites cuvettes ou de perforations qui va favoriser l'égouttage du fromage. Si on est sur une planche très très lisse, eh ben, on va plutôt être étanche. Euh, donc on voit la qualité de la planche, évidemment, la couleur va aider à avoir des croûtes homogènes, l'odeur potentiellement pour donner du goût et la dureté de la planche. On a aussi une fleur de surface. Donc sur toutes ces planches se développe à l'usage une fleur de surface qui va venir, protéger le fromage puisque c'est un biofilm qui est en compétition contre la flore indésirable et aider au développement de la bonne fleur de surface puisqu'en fait ce biofilm sera très proche de la composition de la croûte du fromage. Et puis, donc voilà, donc par explication, si on joue sur les qualités du bois, on va pouvoir réguler beaucoup de choses dans le fromage et obtenir une belle croûte. Euh, L'autre support est la clé d'affinage inox. La clé d'affinage inox, elle est vraiment parfaite pour les fromages à croûte fleurie, puisqu'on veut le minimum de surface en contact, du support en contact avec la croûte, de façon à ce que la croûte se développe de manière homogène tout autour du fromage. Elle permet aussi une bonne ventilation, puisqu'on a peu de résistance à l'air. Très hygiénique, facile à nettoyer, facile à faire sur mesure en fonction de vos besoins. Par exemple, on peut voir là au milieu, on a ce qu'on appelle les clés berceaux qui permettent, c'est des clés pour les bûcherons, des grosses bûches de chèvre et qui permettent de maintenir la forme de la bûche pendant son affinage. En dessous, on est plutôt sur, c'est le Félicien, Saint-Félicien. Donc, c'est des espèces de petites poches, ce qui permet aussi, quand on vient retourner le fromage en cave, et ben, le fromage est pris dans cette petite poche et on vient bien le protéger et pas l'abîmer. Ces planches inox, en bas à droite, je vous ai mis un exemple. On connaît bien les clés, on peut aussi faire des planches. Ça veut dire que si on a déjà un support, on peut remplacer la planche en bois par une planche inox, par exemple, sur d'autres types de fromages. La solution des clés plastiques et des étagères, là, c'est parfait pour les fromages à pâte ferme et les croûtes sèches, puisque on a moins de contraintes de surface de contact avec la croûte. Et le plastique a une bonne résistance mécanique au poids, donc ça va être assez simple, que ce soit en claie, en planche sur des chariots. Ici, c'est des clés qui sont mises en haut à droite, c'est des clés qui sont mises sur des palettes, et en bas à droite, c'est des planches sur des supports type, comme on pourrait voir, des planches en bois. La difficulté de la planche plastique, donc l'avantage, c'est une très bonne résistance mécanique sur les fromages lourds, assez facile. La difficulté, c'est que c'est très difficilement customisable. Euh, Sur ces supports d'affinage, donc on est en train de dire, c'est ce qui va toucher la surface du fromage. Donc ça va donner une marque au fromage.
Alors souvent, elle peut être désirable ou indésirable. Il y a des leviers pour la renforcer ou la supprimer. Déjà, on a les stores d'affinage avec différents types de stores d'affinage. Donc par exemple, on va utiliser le très fin ou le fin en début d'affinage, quand le fromage est encore très mou, pour éviter un marquage sur les clés. On peut utiliser plutôt les larges, très larges, pour faire un marquage sur le fromage. On peut jouer aussi sur le nombre de fils par clé. On voit la différence entre une 51 fils et une 25 fils. Une 25 fils va forcément plus marquer le fromage qu'une 51 fils. Et on a aussi une solution qu'on appelle les clés off-store. Donc on vient remplacer les fils par un métal déployé qu'on voit sur la droite et qui permet de supporter le fromage sans le marquer et sans avoir les stores plastiques qui sont pas toujours faciles à maintenir en état, que ce soit les déchirures, le nettoyage, etc. Euh, donc, si on regarde un peu le résultat, quelques exemples. Donc, en haut à gauche, on peut aller chercher, quand on parlait du nombre de fils, d'avoir le marquage des fils sur le fromage. Ça donne un aspect artisanal, ça donne un aspect un peu ancien au fromage qu'on peut aller rechercher. Quand on est cendré, le marquage qui va faire un peu moins de pouces peut faire ressortir un peu la croûte cendrée. En bas à gauche, l'objectif était plutôt de sécher le fromage, parce qu'on voit après salage, on a des gouttes d'humidité sur le fromage. Donc la clé pour bien sécher sans trop marquer. En bas à droite, on est sur les clés off-store, comme on disait, sur des fromages plus mous. Si tu passes à la... J'ai voilà. une question, Amélie, Oui. sur ces clés offshore. Je suis curieuse un petit peu. C'est des clés en métal, puis qu'on peut nettoyer dans une laveuse à clés habituelle ou OK. C'est vraiment des clés qui s'utilisent comme une clé normale. Mhm. Mais au lieu d'avoir tous les petits fils, on vient mettre plutôt un métal déployé, donc une espèce d'écran un grillage en fait en métal qui est fixé à la clé, hein. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui bouge du tout, c'est vraiment soudé à la clé. Et donc après, vous utilisez la clé comme vous utiliseriez une clé standard. OK. Puis il n'y a pas d'enjeu au niveau ça se nettoie bien avec les bons équipements, j'imagine. Ça prend quand même une laveuse à clés qui est performante là, pour pouvoir bien. Aujourd'hui, alors il n'y en a pas en Amérique du Nord, OK. mais en Europe, il y en a des milliers qui tournent dans les plus grosses fromageries. Comme dans des petites, il n'y a pas de retour sur des problèmes de nettoyage. OK, merci. C'est intéressant. Au niveau du coût, ben, je peux continuer. Dans le fond, ça évite les stores, là. Est-ce qu'il y a une analyse économique de fait entre l'utilisation de ça versus des stores que tu remplaces, puis tous les problèmes que ça occasionne aussi? C'est Analyse économique, avantageux ou c'est coûteux quand même? ça reste coûteux. Je pense que ça reste toujours avantageux par rapport aux stores, notamment en termes d'hygiène. Ça veut dire que Mhm. les stores, le gros problème qu'on a souvent, c'est qu'ils se cassent. Donc, on a toujours le risque de plastique qui Oui, part. c'est ça. Mhm. Donc, il faut les maintenir. Ils sont très difficiles à nettoyer. Ils se tiennent pas tout seuls, donc tout le monde les fait tremper dans des bacs, donc il y a quand même un risque d'hygiène et de santé lié à l'utilisation du store, d'où ce développement-là. En termes de rentabilité, bah, tout dépend de combien de fois on change son store, tous les combien on change ses stores, parce qu'on voit Mhm. des fromageries qui gardent des stores très très longtemps, d'autres qui ont une politique de changement tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Merci. C'est intéressant. Là, c'est quelques exemples de la même manière. Donc sur la gauche, on voit, alors, en bas à gauche, on voit bah, des fromages. Quand on parle du nombre de fils par clé, ben, si on n'en a pas assez, les petits fromages ou surtout les fromages très gras et humides ont tendance les premiers jours à passer à travers la clé. D'où l'utilisation de store qu'on retrouve souvent ou l'augmentation du nombre de fils. Et puis comme je vous disais, le marquage de la clé peut être aussi quelque chose de recherché sur l'aspect du fromage, comme on voit sur la droite. Merci, Émilie. Euh, je vais passer à travers d'autres éléments qui peuvent influencer l'apparence du fromage. Euh, certains sont
sont quand même très intéressants. Euh, on voit sur le marché euh, l'utilisation d'épices, d'infusions, de saveurs pour essayer de se différencier, que ce soit des épices en surface, des fois des petits éléments décoratifs sur le fromage. C'est une petite fromagerie euh, à l'ouest de Vancouver, sur une petite île bien isolée, qui font des fromages quand même assez originaux. On a la canneberge, bien sûr, de l'infusion ici à travers les mailles du fromage, l'intégration dedans. Donc, il y a différentes façons d'utiliser des épices, des infusions, des saveurs pour changer le visuel du fromage ainsi que les saveurs. Il y a des nouvelles technologies maintenant qui sont disponibles aussi pour faciliter un petit peu ces différentes intégrations d'épices. Euh, donc, on a le transfert d'épices et d'huile, qui est vraiment une feuille, un film transparent comestible faite à base de polysaccharides qui peut contenir des arômes, des couleurs, épices marinades, sauces, même des antimicrobiens que l'on applique simplement sur le fromage et qui peut faire un transfert. On peut y aller avec des couvertures variées de ces différentes épices-là, de très faibles à plein. Donc, on y va en pourcentage de couverture. Euh, donc, tout dépendamment de l'aspect qu'on veut offrir au fromage, on peut y aller avec différentes couvertures. Ce produit-là est disponible en feuille, comme je vous montrais, mais aussi en rouleau, avec une possibilité d'automatiser un petit peu la production, que ce soit pour du chèvre ici, où on est en mesure d'enrouler le fromage dans les épices, d'aller chercher des saveurs un petit peu plus olé olé en combinaison avec des fromages, comme ici, il y avait un bleu au chili, qui est quand même assez particulier, puis qui est en mesure, encore une fois, de différencier au niveau du visuel et des saveurs. C'est un produit qui est quand même assez intéressant, puis qui permet de ne pas utiliser des épices euh, sur le plancher de production en tant que tel. Ça a plusieurs bénéfices au niveau de l'assurance qualité. Puis ça permet aussi de faire différentes variations de produits, peut-être un petit peu plus saisonniers parfois, en achetant des plus petites quantités. Euh, donc, euh, donc ça peut être quelque chose là, qui peut marquer un peu le consommateur au niveau du visuel du fromage. On a bien sûr la fumée. Différentes façons d'avoir de la fumée, que ce soit de vraiment fumer dans un fumoir ou d'avoir de la fumée liquide. La fumée va souvent offrir là, une apparence très, très, très typique à un fromage. Euh, il y a des avantages et des inconvénients d'utiliser les deux types de fumée. La fumée liquide, on sait que euh, c'est assez messy, excusez mon anglicisme. Donc, ça peut vraiment là, faire des dégâts dans les usines, puis euh, ça peut être un petit peu difficile à utiliser. Au niveau de la vraie fumée dans des fumoirs, ben là, c'est au niveau des assurances qualité. euh, Ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, différents types de couleurs. Il y a aussi des nouvelles technologies qui existent au niveau des transferts de fumée maintenant. Donc, ce sont des films ou même des feuilles qui permettent de faire un transfert de fumée. Donc, ici, à l'intérieur de ces films-là, on parle vraiment de fumée. Ce n'est pas de la fumée liquide, c'est vraiment de la fumée qui va se transférer directement sur le fromage suite à un emballage sous vide. Donc, on peut encore une fois, comme toute autre sorte de fumée, y aller avec différentes teintes, différentes saveurs, plus foncées, plus caramel, et ça permet là, d'utiliser ça de façon sécuritaire dans les différentes usines. C'est la même technologie qui est utilisée dans la production de saucisses d'ailleurs. Donc, une technologie qui est quand même assez commune, mais dans le fromage, c'est relativement nouveau.
On a déjà là, quelques clients qui en utilisent pour faire du fumé là, dans leurs différentes usines. Donc, un nouveau type de produit. Au niveau des colorants alimentaires, les plus populaires, c'est vraiment au niveau de la couleur orange, que ce soit avec de l'annatto ou bêta-carotène. Euh, Bien sûr, il est possible d'y aller avec d'autres couleurs pour les fromages, mais ce qu'on voit là, qui est plus populaire, c'est l'annatto bêta-carotène. Annatto, c'est ce qu'on voit le plus euh, ici au Québec. C'est un colorant naturel, puis c'est très utilisé pour colorer le fromage, surtout au niveau du cheddar. Au niveau de la bêta-carotène, on en voit un petit peu moins, mais quand même un très bon colorant naturel, peut aussi être développé synthétique. Là. Donc, faut être prudent quand on magasine le produit. Bêta-carotène, son avantage, c'est au niveau de la stabilité du produit. Donc, la bêta-carotène va avoir tendance à être plus stable dans le temps. Puis lorsque ça fait face à différents éléments de l'environnement, là, entre autres la lumière. Donc, la nature va avoir tendance à euh, perdre un petit peu de son éclat lorsqu'elle fait face à la lumière. Ce n'est pas le cas avec la bêta-carotène. Donc, un petit peu plus de stabilité au niveau de la bêta-carotène. Cependant, dans les produits frais, c'est un petit peu moins recommandé parce que ça prend un certain temps avant d'aller chercher sa couleur finale. Mais deux produits là, qui sont très intéressants aussi. La cendre, bien sûr, la cendre va offrir un aspect super intéressant au fromage. Va avoir aussi d'autres propriétés là, au niveau du pH et du développement des différentes souches. Mais au niveau du visuel, possible de l'utiliser de différentes façons sur différents types de fromages. Euh, donc, c'est une façon intéressante là, de changer l'aspect du produit. Tant mieux, Tammy. Donc on a regroupé au niveau des emballages un peu tout, je dirais tout le reste, tout ce qu'on applique en surface du fromage pour faire plus de la décoration, qui ont des impacts sur l'affinage régulièrement, mais aussi très marketing. Là, sur cette diapo, je compare la cire à l'enduit plastique, qui peuvent paraître très identiques en finalité. Ça veut dire que quand on parle de marketing, bah, c'est un revêtement coloré qui permet de différencier votre fromage sur le marché, hein. Un fromage jaune, un fromage rouge, orange, que ce soit de la cire ou de l'enduit plastique, c'est un atout visuel très important. Cependant, il y a aussi un vrai besoin technique derrière et qui est différent de l'un à l'autre. Quand on va chercher de l'enduit plastique est une petite pellicule plastique qu'on retrouve par exemple sur le fromage comme le Gouda, et qui est perméable. Donc ça va permettre pour des fromages qui vont être affinés longtemps de réguler les échanges gazeux qui vont donner un impact sur le goût, la saveur du fromage et gérer la freinte. Et le nombre de couches qui vont être appliquées et la fréquence à laquelle va appliquer vont donner la caractéristique au fromage. C'est aussi une protection contre les défauts microbiens et les dommages mécaniques. Et puis, c'est ce qui va nous permettre en aide technique à faciliter l'application de cire. Donc, ça peut être la première couche avant l'application de la cire ou l'application d'étiquettes. En, en- donc, la cire, elle, est une couche étanche. Donc, en termes d'affinage, l'impact, c'est qu'on va avoir une absence d'échange gazeux et d'humidité. Donc, on va affiner en aérobie, pardon, avec un impact sur le goût, la saveur et la texture. On va avoir des fromages moins secs, qui vont garder vraiment ce fondant fromager. Et puis, éviter l'entretien des croûtes pendant l'affinage. La cire est appliquée une fois et normalement tient jusqu'au moment de la mise en vente. Un peu les mêmes avantages que l'enduit plastique dans le sens où ça va être une barrière contre des faux microbiens et une barrière contre les dommages mécaniques. En marketing, bah, c'est une épaisse couche de couleur
Alors, par contre, la cire est plus difficile à approvisionner. L'enduit plastique est plus facile à utiliser, parce qu'on va le voir dans la diapo d'après. Voilà. L'enduit plastique s'utilise en l'état, euh, à froid. Il est prêt à être appliqué. Donc, ce qui va permettre une application manuelle avec un pinceau, un chiffon, par immersion, par pistolet à peinture ou par feutre. Donc là, différentes machines sont possibles, que ce soit par feutre ou par pistolet à peinture. On peut aller sur différents types de machines si on veut mécaniser. Et l'application va se faire en plusieurs étapes, donc souvent après le saumurage et le séchage, et puis pendant l'affinage à différents temps. Et la dernière couche peut être appliquée, par exemple, juste avant l'emballage pour donner une certaine couleur au fromage. Orange, rouge, violet, je sais plus, tout, il y a un beau panel de couleurs, différentes teintes d'orange de disponibles. La cire, elle, est un produit qui doit être chauffé à 90 pour se liquéfier et être appliqué et ne s'applique que par trempage. Qui peut être un trempage manuel qu'on voit dans un certain nombre de fromageries. Là, attention au risque pour les utilisateurs ou en automatisation avec des machines. De la même manière, donc la cire s'applique quand elle a un rôle à jouer dans l'affinage après le saumurage, une fois que la croûte est séchée. Et puis, quand c'est plus une application marketing, juste avant l'emballage, on connaît des clients qui l'appliquent sur leur process cheese, enfin, qui l'appliquaient juste pour la décoration et que dans les rayons, ils puissent bien identifier les différents goûts de fromage par la couleur de la cire. Donc voilà, les deux ont, que ce soit la cire ou l'enduit plastique, ont des rôles dans l'affinage, mais ont aussi un rôle de décoration pour mettre en avant le produit en rayonnage. Même, et l'avantage, c'est que dans les deux cas, ça reste au tranchage. Donc c'est quelque chose qui suit le fromage une fois en pointe, une fois tranché, qui va pouvoir identifier le fromage aussi bien en sortie d'usine que dans les rayonnages, que dans les petites fromageries, fromage à la coupe. Alors les étiquettes de caséine, on est sur quelque chose que en général les fromagers connaissent pour leur rôle de traçabilité et d'identification. Enfin, les étiquettes de caséine en Europe sont distribuées par les syndicats fromagers pour recenser le nombre de meules qui sont produits en fonction des quotas qui sont attribués à chaque fromager. Donc on retrouve souvent le type de fromage, le lot de fabrication, le nom du fromager. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette étiquette de caséine peut être aussi utilisée de manière marketing. Donc, dans vos fromageries, pour identifier vos fromages, quand vous voulez donner un caractère, un peu comme les vins de millésime, c'est la meule numéro, etc., ce qui vous aide aussi de votre côté en traçabilité, hein, mais qui peut avoir un avantage marketing de son côté. Mais ces étiquettes de caséine peuvent aussi avoir différentes formes et couleurs et peuvent être imprimées avec des logos pour donner aussi un aspect au fromage, voilà, des petites vaches, le petit logo de la fromagerie qui va suivre le fromage. Donc, elle est appliquée au moment du moulage, mais elle suivra le fromage jusqu'à la fin. Et alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'étiquette de caséine, c'est des étiquettes, c'est des plaques fines de protéines de lait. Donc, en fait, c'est consommable pour le consommateur. Il n'y a pas de risque, c'est pas chimique. Donc ça, cet avantage, vraiment suivre le fromage et d'être considéré comme enfin, ça fait à partir de lait, quoi. Donc c'est assez, d'un point de vue visuel pour le consommateur, assez agréable. S- On peut aller jusqu'à imprimer des QR codes et RFID sur des traçabilités pour ceux qui produisent encore plus de fromage. Euh, l'autre, une autre solution, c'est ce qu'on appelle les étiquettes de mousseline. Donc ça, c'est des étiquettes très fines qui sont appliquées sur le fromage à l'aide de l'enduit plastique, de l'enduit Viplast. Donc, elles sont faites sur mesure, elles sont imprimées. Donc, voilà, toutes les possibilités de l'impression sont quasiment disponibles pour ces étiquettes-là. En couleur, en définition d'impression, design. Donc c'est une impression numérique ou en flexographie jusqu'à 8 couleurs. Donc vraiment beaucoup de choix pour mettre en avant votre fromage.
L'avantage, c'est que comme elle est scellée à la surface du fromage, elle ne va jamais quitter le fromage. Donc, si le fromage étant fromage à la coupe dans les rayons fromage à la coupe de la fromagerie, la marque sera toujours dessus, l'identité du fromage reste dessus et le comptoir va couper les pointes tout en gardant l'identification du fromage sur le reste du fromage. Euh, Elles peuvent habiller une communication à 360, puisque là, on voit beaucoup d'exemples où c'est sur la surface du fromage, mais on peut faire aussi des banderoles sur le côté du fromage. Donc, vraiment venir habiller tout le fromage, surface et côté. Et enfin, le dernier point de différenciation, c'est le papier d'emballage. Le papier d'emballage, on parle souvent. C'est ce qui va permettre au fromage de s'affiner dans les conditions idéales, tout en le protégeant des agressions extérieures. Donc, il va jouer un rôle très technique sur l'affinage du fromage. Souvent, les fromages, alors surtout pour ce qui est pâte molle, les bleus ou les pâtes fraîches, les fromages vont rester longtemps dans leur emballage. Donc, il faut un emballage adapté au temps de vie et d'affinage. Et sur les pâtes molles, le fromage continue à s'affiner pendant qu'il est dans l'emballage. Donc, il y a un vrai rôle technique. Mais il y a aussi un vrai rôle d'identification parce que si il est imprimable. À peu près tous les emballages sont imprimables. Donc, là-dedans, si tu passes à la diapo d'après, voilà, il y a des possibilités d'impression très larges, quel que soit le support, que ce soit en termes de couleur, de vernis, de qualité d'impression. On peut faire de l'hélio, du flexo, 4 couleurs, 8 couleurs, mettre des vernis, du brillant, imprimer quand on est sur une surface OPP, on va pouvoir imprimer type métallisé. Donc on ouvre un champ assez large sur ce qui est possible de faire pour mettre en avant son fromage et communiquer sur son fromage tout au long de sa mise en vente. Euh, un autre détail sur l'emballage donne aussi une impression au client. Ça veut dire que si l'emballage est un petit papier, il va avoir l'impression qu'il a du papier et que c'est écologique. S'il est très plastique, voilà, et en fonction de sa sensibilité, ça peut impacter. Un alu très fin peut lui donner une sensation un peu pas très agréable, un alu plus épais, même si c'est beaucoup plus cher, une utilisation, une sensation plus agréable. Donc, tout ça a un impact sur l'identification et visuelle du fromage en magasin. Voilà, donc on a passé à travers différentes façons d'être en mesure de différencier nos fromages, soit par la couleur, la façon dont c'est emballé. Il y a de multiples façons d'être original et de se démarquer dans un marché qui est très compétitif. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.